Regardez Living Santé pour prendre soin de vous avec l'Observatoire Santé Pro BTP. Saviez-vous que votre intestin influence votre énergie, votre humeur ou encore votre santé? On a même tendance à dire qu'il s'agit de notre deuxième cerveau. Mais que cela signifie-t-il réellement? Bienvenue dans Living Santé. Harry, enchanté. Enchanté. Merci d'être avec nous. La première question que je voudrais te poser, à quoi est-ce que ça sert l'intestin? L'intestin, c'est une partie du tube digestif. On a deux intestins différents. On a ce qu'on appelle le petit intestin ou intestin grêle, qui sert essentiellement à la digestion. Et ensuite, on a le gros intestin ou le côlon, qui est vraiment à la fin de l'intestin, dans lequel on va retrouver la plus grande partie du microbiote intestinal. Et donc la fonction principale de notre intestin, c'est d'absorber les calories, c'est-à-dire à partir de l'alimentation, de pouvoir tirer les briques qui servent à construire notre corps et également de trouver les sources d'énergie pour que notre corps fonctionne. Et justement, tu parlais aussi du microbiote. Qu'est-ce que le microbiote dans notre intestin? Alors, c'est l'ensemble des micro-organismes, des bactéries, des champignons, des virus, qui vivent dans notre tube digestif. Et ces micro-organismes, finalement, on vit en symbiose avec eux, c'est-à-dire que on leur apporte le gîte et le couvert, tout simplement. C'est ça. Et eux, en retour, ils vont nous rendre énormément de services vis-à-vis de la digestion. Il va y avoir également un rôle important sur la maturation, la stimulation du système immunitaire, et puis même un rôle sur le fonctionnement d'organes qui sont très à distance de l'intestin, comme par exemple le cerveau. Ah oui, et alors est-ce que c'est pour ça qu'on parle de deuxième cerveau quand on parle de l'intestin? Alors oui, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que notre intestin, c'est l'organe qui contient le plus de neurones, après, bien sûr, le premier cerveau. Et la deuxième raison, c'est que notre intestin est très fortement connecté avec le cerveau. Ce qui se passe au niveau de l'intestin a des effets sur le cerveau et inversement. On a tous connu des événements stressants, un entretien d'embauche, un examen. Une compétition de sport. Une compétition de sport. Oui. Et on va avoir potentiellement des douleurs au ventre, voire même parfois une diarrhée. Quand on ressent ce fameux stress, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que ça joue le moins possible sur l'intestin? La première manière d'agir, c'est d'agir sur le cerveau finalement. Ouais. Et donc, il y a énormément de manières de faire. La méditation, le sport, en soi, peut faire diminuer le stress. Et puis après, on peut aussi jouer sur l'alimentation. Et donc ça, c'est aussi en fonction de la personne que l'on Bien va sûr. adapter potentiellement un régime alimentaire. Et après, pour autant, je me doute qu'il y a des problèmes parfois qui sont plus graves, plus importants. Est-ce que tu en as quelques-uns en tête dont tu pourrais nous parler? Dans certains cas, on parle de syndrome de l'intestin irritable. Donc là, c'est vraiment des gens qui ont mal au ventre et en plus un trouble du transit, c'est-à-dire soit une constipation, soit une diarrhée. Et puis après, on a des maladies de l'intestin, comme par exemple les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, où là, on voit une inflammation dans le tube digestif qui survient alors qu'il n'y a pas de raison. Et donc ça va produire des ulcérations comme des aftes dans le tube digestif, Okay. Une diarrhée qui peut être avec du sang. Et donc là, il y a tout un tas de conséquences, effectivement, qui sont assez sérieuses. Et alors, d'où est-ce qu'ils viennent ces troubles intestinaux? Pour le syndrome de l'intestin irritable, chez certains patients, il y a vraiment un rôle psychologique. Et puis, il y a des cas où c'est complètement différent. Une infection de l'intestin un petit peu sévère, une prise d'antibiotiques répétée pendant plusieurs mois, et ça aboutit à ce syndrome de l'intestin irritable. Pour les maladies inflammatoires de l'intestin, on pense que c'est un problème dans le dialogue entre le microbiote et notre système immunitaire. Et donc, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs au niveau de l'immunologie, et puis bien sûr, il y a un rôle important du microbiote. Et à quel moment est-ce que on doit consulter justement pour prévenir au mieux ces troubles? C'est si on a du sang dans les selles, si on a un trouble du transit qui apparaît brutalement alors qu'auparavant on ne l'avait pas, à ce moment-là, il faut également consulter rapidement. Et puis, il y a un autre facteur majeur, c'est si on perd du poids. Si on D'accord. perd du poids, ou chez l'enfant, si la croissance diminue ou s'arrête et la prise de poids ralentit, là aussi, ce sont des facteurs qui doivent emmener chez le médecin sans aucune hésitation. Je sais qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur l'intestin. Qu'est-ce que toi, tu entends le plus souvent en consultation? La première chose, c'est les gaz. Ok. Des patients qui se plaignent d'avoir des gaz. C'est pas très glamour, mais c'est normal d'avoir des gaz. C'est conditionné aussi en grande partie par notre alimentation, puisque ces gaz, ils sont produits par les bactéries de l'intestin essentiellement en fermentant les fibres végétales que l'on mange. Et donc, c'est plutôt un signe de bonne santé.
Je sais qu'on entend aussi souvent le gluten, c'est mauvais pour la santé. Donc il y a différentes situations. D'abord, il y a une maladie qui est une maladie potentiellement grave si elle n'est pas diagnostiquée, c'est la maladie cœliaque. Oui. Donc là, ce sont des patients qui ont une réelle intolérance au gluten, qui induit une inflammation dans leur tube digestif et une difficulté à absorber les calories. Et aujourd'hui, le seul traitement, c'est d'enlever le gluten de l'alimentation. Et à côté de ça, il y a une autre catégorie de gens qui vont ressentir des troubles digestifs lorsqu'ils mangent du gluten, mais lorsqu'on fait des examens, les docteurs ne voient pas d'anomalie particulière. Donc là, ça va jouer essentiellement sur le confort uniquement et sur rien d'autre. Si on ne tolère pas bien le gluten soi-même sans avoir de maladie cœliaque, il faut éviter le gluten, mais ne pas manger ces aliments industriels sans gluten, parce que là, les industriels vont rajouter des additifs pour compenser l'absence de gluten dans ces aliments. Et ça, on sait que ces additifs, pour le coup, ils sont mauvais pour la santé. Après, dans les autres éléments que l'on entend souvent, c'est le lactose. L'intolérance au lactose n'est pas une maladie. D'accord. Dans notre corps, les humains ont une enzyme qui s'appelle la lactase, qui sert à couper ce lactose et donc à le digérer. Et il se trouve que, de manière normale, chez une grande partie de la population, cette enzyme, elle s'arrête de fonctionner à l'âge adulte. Mais ce n'est pas une maladie et ça n'empêche pas de manger des produits laitiers comme du fromage ou du yaourt, parce que dans ces produits, il y a des bactéries qui ont digéré le lactose pour nous. Justement, tu parles d'alimentation saine. Je sais qu'il y a un truc qui est très à la mode aussi, c'est les probiotiques. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, les probiotiques, ce sont des bactéries ou des levures qui sont vivantes et qu'on va ingérer pour leurs effets bénéfiques sur la santé. D'un point de vue médical, il y a quelques indications dans lesquelles ces probiotiques ont montré un effet réel et intéressant. C'est essentiellement pour prévenir la diarrhée liée aux antibiotiques. Il y a également dans le syndrome de l'intestin irritable, quelques probiotiques qui ont montré un intérêt, mais on va dire que c'est à peu près tout. Et au niveau du microbiote, comment est-ce qu'on fait pour que le microbiote, de manière globale, soit en bonne santé ? Souvent, quand j'essaye d'expliquer comment en prendre soin, je prends l'analogie d'un animal de compagnie. Ok. Donc si on a un petit animal de compagnie, un cochon d'Inde par exemple, et qu'on veut qu'il soit en bonne santé, on va lui donner des aliments qui lui conviennent. Le microbiote, c'est la même chose. Il faut lui apporter des aliments qui vont favoriser les bonnes bactéries. Et c'est essentiellement les fruits, les légumes, en quantité et en diversité, c'est-à-dire pas juste une pomme et que des pommes, mais essayer de manger différents fruits et différents légumes de manière régulière, si possible de saison. Éviter de l'agresser. Les agressions, c'est les aliments ultra-transformés, la viande rouge en excès, la charcuterie. Éviter les antibiotiques quand c'est pas utile. Et puis, on peut enrichir un petit peu son alimentation avec des aliments fermentés, dont on sait qu'ils, globalement, ils sont associés avec une bonne santé. La question, je pense, que beaucoup se posent, c'est est-ce qu'on a moyen aujourd'hui de reconnaître si notre microbiote est en bonne ou en mauvaise santé ? Parce que, et moi la première, j'ai vu beaucoup de gens faire des tests sanguins, des tests de sel. En fait, dans quelle mesure est-ce que ça fonctionne ? Alors, les tests d'analyse de microbiote à partir des selles n'ont aujourd'hui malheureusement pas d'intérêt, ni pour les médecins, ni pour les gens qui font ces tests. Concernant les tests sanguins qui visent à savoir si on a des intolérances à différents aliments, oui, c'est ça. Malheureusement, ces tests n'ont strictement aucun intérêt et même aucune validité scientifique. Donc, mis à part vider le portefeuille des gens, ça n'a pas d'intérêt. Bien sûr, il y a des réels tests pour identifier ces allergies alimentaires et il faut aller voir un allergologue ou être guidé par un gastro-entérologue pour les identifier. Mais tous ces tests faits dans le sang très large n'ont pas d'intérêt. Merci beaucoup, Harry, pour toutes ces réponses. Vous l'aurez compris, votre intestin est bien plus qu'un organe digestif. C'est un allié précieux pour votre santé. Alors écoutez-le et il prendra soin de vous. Vous avez pris soin de votre santé avec l'Observatoire Santé Pro BTP en regardant Living Santé.